ce vendredi pour ce dernier numéro de la semaine. Nous ferons un clin d'œil à Marseille, cette ville qui resplendit par ses hauts faits. Alors, et nous allons aussi rendre un hommage à quelqu'un, un grand homme qui vient de Marseille, un Marseillais, eh bien, une icône du monde du football. Je n'en dis pas plus. Restez tout simplement avec nous car c'est midi. C'est midi. Oui. C'est vrai que c'est quand même chaud, il y a de l'énergie dans votre façon de crier, mais là, je voudrais qu'on puisse applaudir comme si on était dans un stade et que Drogba venait de marquer un but. Drogba, but de Sérédier, but de Kolo Touré, de Yaya Touré, but des éléphants en tout cas. Bienvenue à vous, c'est un véritable honneur pour nous d'être là. Et je me retrouve aujourd'hui avec Jean-Michel Aunin. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Hein. Ouais, c'est gentil, merci. Marie-Paul Adjé. Bonjour Caroline, je suis très... Merci beaucoup. Et notre docteur en ouais, c'est ça, et Philo Diouf. Voilà, non, je suis sénégalais, on était là. Attendez, tout à l'heure vous avez fait le cri genre, cri de victoire, genre quand les éléphants gagnent. Et quand c'est les Lions du Sénégal qui ont 10 mal représenté l'Afrique à la Coupe du Monde dernière, comment on crie? Quand Sadio Mané marque comme ça, là, comment on crie? Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe d'Afrique comme éléphant là. Coupe du Monde, Sadio Mané, but! Et oui, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un homme engagé, passionné, doté de grandes convictions. Il a été successivement journaliste sportif, agent de joueurs, manager général, puis le président de l'Olympique de Marseille. Merci donc d'offrir une salve d'ovation pour Pape Diouf. Bienvenue. En tout cas, Merci. Nous sommes très heureux, je le réitère, de vous accueillir sur ce plateau, de vous accueillir à cette tribune où nous rendons hommage aux références et aux sommités. Il faut mentionner que vous avez été à l'époque agent de plusieurs grands noms du football. Ouais. Et j'aimerais qu'on puisse citer deux Ivoiriens parmi ces grands noms, Basile Boli et Didier Drogba. Tout de suite, pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces joueurs-là? Écoutez, des souvenirs différents et mitigés. Basile Boli a été un des premiers joueurs avec lesquels j'ai travaillé. C'était dans les années 90, au début des années 90. C'était une manière, une méthode de travail. J'ai travaillé aussi avec son frère, Roger. D'accord. Il y avait, je dirais, une relation qui était plutôt professionnelle, alors qu'avec Didier Drogba, oui, il y a eu une relation amicale, puisque c'est un garçon dont l'intelligence, que je ne vanterai pas ici, est réelle, et avec lequel, je dirais, j'ai fait quand même un parcours assez intéressant. Ouais. Il faut dire aussi que sous votre présidence à l'OM a régulièrement progressé, en se qualifiant plusieurs fois en Ligue des Champions. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, quand vous regardez l'Olympique de Marseille, quels sont donc les sentiments qui vous animent? Écoutez, je suis redevenu un supporter de base. C'est-à-dire que je regarde l'Olympique de Marseille comme tous les supporters le regardent. De temps en temps, j'ai un rictus de mécontentement puisque les résultats ne sont pas là, et d'autres fois, j'ai le sourire. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, c'est plutôt assez maussade puisque nous collectionnons les revers et les défaites. Donc les rictus de mécontentement sont répétés. Mais bon, je pense quand même que les choses vont rentrer dans l'ordre. Quand on connaît bien l'Olympique de Marseille, on sait que tout est cyclique là.
j'ai bon espoir que très rapidement, nous allons retrouver notre lustre d'antan. Bon espoir, certes, mais quel conseil vous pouvez donner à cette belle équipe? Écoutez, de conseils, en fait, je n'en donne jamais. Je n'en donne jamais, encore moins, je dirais, à ceux qui m'ont succédé. Pas de recommandations? Pour la bonne et simple raison que lorsque j'étais aux affaires, il m'arrivait de prendre des décisions que j'adossais à des critères qui étaient inconnus du public. Et pourtant, j'étais quand même jugé, parfois de manière injuste, parfois durement. Donc je m'interdirais, disons, cette fois-ci de commettre la même erreur, même si, effectivement, comme tous les supporters, j'ai mon idée sur le fonctionnement de l'équipe actuellement, j'ai mon idée sur ce qu'il aurait mieux fallu faire, mais je n'en ferai pas état publiquement. Alors, on va essayer, avant le jour des cases, de parcourir certaines photos. Deux photos que vous aurez l'occasion de commenter. Alors, avec bien sûr la collaboration de la régie, la première photo va maintenant s'afficher. Ouais. Positionne. Voilà. Nous avons donc les deux photos qui s'affichent en même temps sur ma gauche. Je ne sais pas pour vous les téléspectateurs, mais sur ma gauche, on vous voit avec le président François Hollande. Ouais, c'est vrai que lorsque j'ai eu l'honneur de bénéficier, disons, de cette décoration, je n'en ai pas pris conscience immédiatement. J'étais à Dakar. Et c'est en recevant beaucoup de félicitations que je suis arrivé après à me dire mais qu'est-ce qui se passait. Je voyais sur mon téléphone, une bombe à retardement, félicitations, félicitations, jusqu'à un ministre sénégalais qui m'a dit félicitations pour cet honneur. Ce n'est que là que je me suis informé et j'ai compris effectivement que je bénéficiais de la Légion d'honneur. Et j'en ai pris conscience. Je ne suis pas trop l'homme des décorations, je ne suis pas l'homme des, je dirais, des honneurs, quoi, très sincèrement. Mais oui, cela m'a quand même fait... Vous êtes l'homme simplement des grandes réussites. Bah, je ne sais pas, mais bon, cela m'a fait plaisir, d'autant que la Légion d'honneur m'a été remise non pas par un préfet ou par un maire, mais par le président de la République lui-même. Tout à fait, tout à fait. C'est quand même important que son travail soit reconnu, aussi humble. Voilà. Alors, la deuxième photo, on vous voit bien. Le seul noir, apparemment. Oui, on aurait pu agrandir encore cette photo, aller plus loin dans cette photo, que vous serez le seul noir au milieu des blancs. Oui, et à côté de Jean-Michel Aulas, de surcroît, qui est le président de Lyon. Je ne sais plus trop c'était en quelles circonstances. Il me semble que ça devait être une finale de Coupe d'Europe, je pense, peut-être en Allemagne. Bon, Jean-Michel Aulas, c'était un peu mon ennemi intime, celui avec lequel c'est vrai que les échanges étaient plutôt, je dirais, courants et parfois assez sévères. Mais je reconnais en lui que c'est un grand dirigeant et que très certainement aujourd'hui c'est le plus grand dirigeant français. Ennemi intime. L'expression me fait quand même sourire. Alors, moi ce que je voudrais savoir c'est que vous arrivez très jeune dans votre adolescence à Marseille. On y reviendra certainement dans la bio décalée. Vous aviez un objectif avec, bien sûr, votre père. Et finalement, vous vous retrouvez dans, on va dire, sur le terrain du football, du sport. Alors, ce que je veux savoir, c'est que comment est-ce que vous êtes parvenu à gravir les échelons au milieu de tout ce qu'il y a comme idées reçues, tout ce qui pourrait intervenir comme racisme et autres? Écoutez, moi j'étais assez inculte. Je n'ai su lire et comprendre les choses que grâce aux revues de football en classe. Pendant que les gens apprenaient l'histoire, la géographie et les mathématiques, moi je lisais le football. D'accord. Quand je suis arrivé en France, le premier endroit où j'ai été à Marseille, c'était effectivement au stade Vélodrome. Mon père souhaitait que je fasse l'école, que je fasse l'armée. Tout à fait. On m'avait dit à Dakar que c'était l'école militaire. Quand je suis arrivé, je n'avais pas le niveau, en tout cas, pour faire l'école militaire, puisque j'avais arrêté mes études en 3e. Donc, il m'a fallu, dans la vie civile, me démerder, comme on dit trivialement. J'ai fait beaucoup de petits boulots, comme on dit. Et puis, j'ai passé le bac en candidature libre. Je l'ai eu, il faut dire quand même que c'était sans mention. Et puis, j'ai été à la Poste française. C'est là où j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à la Marseillaise comme journaliste du dimanche, c'est-à-dire pour récolter des résultats. Et de fil en aiguille, je suis resté. Le métier m'a beaucoup amusé et même plu. Et c'est ainsi que
au premier concours que le journal a organisé, j'ai pu me présenter, être réussi et avoir réussi. J'ai intégré la rédaction sportive. Donc je suis resté 7 ou 8 ans au sein de cette rédaction. Pour en devenir le responsable de la rubrique football, je m'occupais principalement de l'équipe de France et des clubs français qualifiés en Coupe d'Europe. Et puis voilà, de fil en aiguille, de là, j'ai... Vous avez grimpé. Oui, voilà. mais les circonstances ont beaucoup joué. Je n'ai pas eu plus de qualité que d'autres. Ce sont les circonstances qui m'ont vraiment propulsé. Ce n'est pas faire preuve d'humilité ou de modestie que de le dire. Ou peut-être le résultat d'un travail acharné. Sans doute, mais tout travail, de toute façon, mérite acharnement. Vous, le vôtre, sans doute, puisque si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des raisons aussi. Tout à fait, des raisons valables. Oui, je pense que... ce qui s'est passé, c'est simplement qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de journaliste, comme on dit. Hein, c'est bien d'être journaliste à condition d'en sortir. J'ai ouvert une société qui, elle-même, faisait le... Comment dire, je prenais des joueurs et je gérais leur carrière. Ensuite, l'Olympique de Marseille m'a appelé comme manager général. Je n'étais pas parti pour être président de l'Olympique de Marseille. Sauf que quand je suis arrivé, une crise a cogné durement et que, comme périodiquement le club en connaît, et là, j'étais quasiment le seul, puisque tous les dirigeants, en fait, ils sont devenus invisibles. Et comme je suis inconscient, moi, j'étais le seul qui restait là. Le seul qui parlait, qui donnait un peu, qui dirigeait le club. Alors bon, après, le propriétaire a fait de moi le président du directoire. Donc ce sont davantage les circonstances qui m'ont propulsé, je dirais, qu'un mérite très particulier. Non, c'est pas... En tout cas, on dira bravo à ces circonstances qui vous ont permis d'être aujourd'hui un véritable modèle pour la jeunesse africaine. Alors, s'il est vrai que les images parlent mieux que les mots, je vais tout de suite vous inviter à regarder dans cette direction. Edson Arantes do Nascimento, pour moi, c'est le plus grand de tous. Ça y a pas Maradona aussi. Pardon? Maradona. Non, mais moi, c'est d'abord Pelé. Pelé est totalement devant et largement devant. Ensuite, il y a Maradona. Ensuite, on peut effectivement penser à Messi, à Ronaldo, un peu plus loin peut-être à Platini ou à Zidane, mais Pelé était largement au-dessus de tout le monde. Il faut être des médias pour être président à l'OM. Non, je pense que c'est un peu un concours de circonstances. Oui, Boucher aussi, on peut citer Boucher. Mais justement, c'est... Sauf que Labrune n'était pas journaliste. Il n'a jamais été journaliste? Non, jamais. Il a mis l'OM en lambeaux. Quand on a tout fait pour redonner à ce club-là, à ce club-là, je dirais, bon, pour le mettre à sa place, et que lui, il soit venu, je dirais, par vanité, par bêtise, par incompétence, il a mis ce club-là en lambeaux, on ne peut pas aimer ce bonhomme-là. Je pense à cette jeunesse issue d'une certaine communauté et qui m'a toujours vu de loin, un peu, comme une espèce d'exemple de modèle. Cette jeunesse qu'on essaie aujourd'hui d'éduquer, qu'on essaie de détourner de certains extrémismes, en voyant peut-être leur modèle être pris dans la nasse de la justice, pense-t-il, ces jeunes qui se disent, mais finalement, c'est où l'exemplarité? Ça, c'est ce qui fait le plus mal. Quand on considère aujourd'hui les sociétés du CAC 40, il n'y a pas un noir ou un arabe qui soit à la tête de ce type de société. Il n'y a pas un noir ou un arabe à la tête d'un corps de l'armée important. Il n'y a pas, en dépit de leur présence massive et sans lesquelles il ne peut plus y avoir de championnat, il n'y a pas ni de Ligue 1, ni de Ligue 2, ni de quoi que ce soit. Il n'y a pas un noir ou un arabe à la tête d'un club en tant que dirigeant ou en tant que manager, alors que c'est eux qui font véritablement le football français. Il y a, me semble-t-il, dans ce pays-ci, aujourd'hui, des discriminations qui ne disent pas leur nom. Je suis toujours ravi lorsqu'il s'agit d'échanger, lorsqu'il s'agit de discuter, lorsqu'il s'agit de dialoguer, surtout avec le moins expérimenté que moi. En l'occurrence, je suis peut-être un vieux journaliste, mais vous n'êtes pas simplement dans mon esprit des apprentis journalistes, mais des journalistes plus jeunes. Pour moi, être un bon journaliste, c'est au moins répondre à 2 critères. Le premier, c'est d'être très honnête. Un peu comme disait Albert Londres, savoir mettre la plume dans la plaie. Au départ de l'Olympique de Marseille, on n'a jamais été compté dans le menu détail, dans la réalité de ce que fut ce départ. Je suscite beaucoup d'envie
voire de jalousie de la part de ceux qui m'ont succédé et qui n'arrêtent pas effectivement d'entendre parler de moi par des supporters nostalgiques ou parfois simplement par des gens qui continuent à ne pas comprendre les raisons profondes qui ont expliqué mon départ. Il y a des fois quand je les entends parler ou quand je lis leur communiqué, je me dis je ne suis pas seulement Pape Diouf, mais je suis D'Artagnan, Tarzan et Hercule réunis. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Quelques images avec Pape Diouf, qui est donc notre invité spécial du jour. En tout cas, nous allons progresser dans cette émission et vous voulez certainement en savoir davantage, savoir les secrets de la réussite. C'est vrai qu'il a parlé des circonstances. Mais bon, je vous invite tout de suite à retrouver Jean-Michel Honin pour la bio décalée. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Les circonstances ont voulu que je sois ici. Tout à fait. Pour m'adresser à ce grand homme. Pape Diouf, bonjour. Bonjour. Yanguinos. Mais ça m'embêterait de répondre en wolof, puisque je ne pense pas que tout le monde comprenne ici le wolof. Ok. C'est à l'âge de 6 ans que vous avez quitté votre famille biologique, qui vous a conçu le 18 décembre 1951 au Tchad, lors d'une mission de votre père, pour être élevé de retour au Sénégal par votre oncle. Votre enfance est rythmée, entre autres, par le basket sur le terrain de Dakar Université Club et le foot sur la plage de Fanok. Sur votre trajet scolaire, le collège Saint-Michel et le collège Sacré-Cœur de Dakar, que vous serez l'un des premiers à intégrer. À 18 ans, vous débarquez à Marseille sur volonté de votre père qui vous envoyait devenir militaire de formation comme lui. À l'époque, d'autres ambitions sautillent dans votre tête. Très vite, ce sont de petits boulots qui vous accueillent, coursier, manutentionnaire au port de Marseille. Plus tard, vous entrerez comme pigiste au journal La Marseillaise. La progression vous mènera au service correction, puis au service sport, où vous deviendrez progressivement le journaliste sportif spécialiste de l'OM. Alors avec quelle encre l'auteur du livre « C'est bien plus qu'un jeu » a-t-il écrit pour sa part l'une des plus belles pages de réussite africaine contemporaine? Dans la bio décalée. Alors, j'ai travaillé sur votre nom. Vous allez observer avec moi, avec tous ici, ce tableau. Qui met un petit peu de temps à s'afficher. Voilà. Voilà. Petite lenteur technique, mais je crois qu'on va y arriver finalement. Mababa Diouf, j'ajoutais Pape parce que c'est très populaire. Oui. Voilà. Et il en ressort les termes suivants. Daba, qui signifie en Wolof lion. On pourrait aussi dire Gayande, Oui. synonyme. Gaïdé, oui. Koubi, ouvrir une porte en Wolof. Meup, qui signifie entièrement, sans réserve. Et pour finir, parce qu'on parle français, Paf, qui signifie paysage audiovisuel français. Il n'y a pas de hasard. Commençons par lion. Et dans la liste de vos ingrédients de succès, il y a avant tout, Pape Diouf, ce cran, ce charisme, cette posture ascendante. Vous êtes un homme de caractère, un lion, un Gayandé, un Darba. D'ailleurs, il n'y a pas, dit-on, il n'y a pas d'altitude sans attitude. Et la vôtre est efficace. Vous vous adaptez aisément. Vous êtes un homme sans complexe. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous avez beaucoup d'audace, ce qui tout à fait va de nouveaux horizons vous ouvrir. En Wolof, Koubi. En effet, après la fermeture du journal Le Sport, dernier papier sur lequel, ou pour lequel vous avez travaillé, vous osez le métier d'agent de joueur à la demande de Basile Boli et Joseph-Antoine Bell. L'aventure commençant avec eux deviendra une success story dans laquelle plus de 70 joueurs passeront par vos mains, dont Didier Drogba, nous l'avons signalé, et Marcel Desailly, et bon nombre des champions du monde de foot de l'année 1998. En retour pour vous, vous avez tout d'abord ouvert des portes. C'est pour ça que j'utilise le terme Oubi. Vous leur avez ouvert des portes. Et en retour pour vous, la vie aussi vous en a ouvert. Sûrement parce qu'à la base, vous êtes un homme, je dirais, entier. Tout le monde est unanime. Lorsque vous vous engagez dans un projet, c'est sans réserve, c'est sans s'économiser, à fond, jusqu'au bout. En Wolof, Meup. Ces qualités... Ces qualités vous voudront d'être sollicité comme manager général, président du directoire, puis, et c'est historique, le premier et seul président noir d'un club de première division en Europe, qui est l'Olympique de Marseille. Chose rare, votre longévité a été de 5 ans.
de 2005 à 2009. Vous avez rétabli les comptes déficitaires du club, les hissant de moins 35 millions à 45 millions à votre départ. Sous votre présidence, l'OM a progressé en Ligue 1 au sommet et s'est qualifié régulièrement en Champions League. Le 13 juillet 2012, vous avez été élevé par le président de la République française au rang de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, ce que nous saluons une nouvelle fois très vivement. C'est justement grâce au paysage audiovisuel français que la plupart d'entre nous vous ont découvert avec fierté. Et cet univers-là, vous l'avez et continuez de l'illuminer par votre pointu, votre grande culture du football, lorsqu'invité dans plusieurs émissions, à plusieurs plateaux et débats. Toujours un régal pour les téléspectateurs africains, dans un premier temps, de vous suivre, mais surtout pour ces jeunes étudiants d'école de journalisme au Maroc, à Marseille, où vous donnez cours chaque mois. Pape Diouf, en plus d'inspirer par votre itinéraire particulier notre génération de façon significative, remarquable, vous êtes en train de former aussi la relève, c'est-à-dire la prochaine génération de l'audiovisuel français et africain. En définitive, votre rapport à notre siècle ne se limite pas au football, mais va bien au-delà et résonne comme un message urgent au continent africain. Nous ne devons pas toujours recevoir des leçons et exemples de l'Occident. Nous devons aussi leur en donner, comme vous, par votre exemple, Pape. Nous ne devons pas accepter ni tolérer les limites, quelles qu'elles soient. Nous devons les défier et dépasser pour des lendemains olympiens. Pape Diouf, Jarajaf Trop. Du stade. Mais cette fois-ci, Marseille a marqué un but. Je connais vraiment pas le cri de victoire ou le cri de guerre des Marseillais. Peut-être que vous pouvez nous communiquer. Ben, je ne sais pas le faire non plus, mais je le reconnaîtrai entre mille. Alors, qui ici peut nous aider? Le président dit qu'il ne sait pas le faire. Qui dans cette salle pourrait nous aider? Il y a des supporters de l'Olympique de Marseille ici. Il y en a un match. Alors, quand on a marqué, comment on fait? Lorsque vous marquez, supporter depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Malgré les gourmets de ces derniers temps, vous vous y accrochez. D'accord, alors il n'a pas le micro, il dit quand on est supporter, on est obligé. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et nous allons donc poursuivre cette émission. Nous allons partir pour le jeu des cases. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de suivre cette émission, on a ce qu'on appelle le jeu des cases. Il y a plusieurs cases et c'est à vous de choisir dans l'ordre qui vous convient. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons 4 cases au total. Alors, Pape Diouf, vous nous donnez le chiffre qui vous convient, tout simplement. Allez, 18. Ça va de 1 à 4. Ah, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Ah, d'accord. Allez, prenons 3 alors. Le chiffre 3. Babacar Seye. Un avocat sénégalais assassiné le 15 mai 1993. Oui, c'est une affaire qui n'a jamais été clairement élucidée, qui a montré aussi les limites, je pense, de la démocratie sénégalaise et qui avait compromis quelques dirigeants qui étaient déjà au pouvoir. Je n'étais pas à Dakar en ce moment-là pour en apprécier tous les événements, mais je pense que la démocratie sénégalaise qui est donnée en exemple aurait effectivement pu faire l'économie d'un tel crime. Est-ce que quelque part ça vous a révolté? Bah, écoutez, révolté, c'est un mot, mais à mon sens simplement, je pense que ce crime n'était pas digne de cette démocratie dont j'ai parlé. D'autant moins que, comme je l'ai dit, certains dirigeants politiques qui étaient en place étaient compromis. Donc tout ça, cela a effectivement laissé un goût amer, un goût de cendre, oui. D'accord. Alors, après le 3, nous avons le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 4. Allez, 4. Le 4. Robert Louis Dreyfus.
Il a été le propriétaire de l'OM lorsque j'y étais. C'est un homme qui, contrairement à la légende, aime beaucoup le football, beaucoup. Comprend le jeu aussi. Il avait peut-être contre lui une forme d'inconstance qui faisait que le dernier qui parlait avait toujours raison. Et ça, pour un homme de son envergure, c'était assez étonnant, puisqu'il faut quand même savoir que c'est le patron du groupe Louis Dreyfus, qui pèse plus de 6 milliards d'euros. C'est un homme qui est venu à Marseille à une époque encore où les capitaines d'industrie hésitaient à investir dans le football, qui a beaucoup fait pour l'Olympique de Marseille, qui n'a malheureusement pas connu le succès, à vrai dire. C'est plutôt sa femme qui a ramassé la mise, une femme forte, Margarita, plus constante. Donc, bon, mais c'est sans doute quelqu'un qui, ce n'est qu'à son départ, à sa mort, je dirais que... moi, j'ai quitté l'Olympique de Marseille une semaine avant sa mort. Je crois que ce n'est qu'après sa mort que les gens ont quand même compris qu'il avait beaucoup apporté au club et à la ville. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'affaire du coup d'État ou du complot à Zurich? Dans lequel il n'était pas impliqué, lui, il faut le dire. C'est-à-dire le départ de Platini et tout ça. Je crois que sans doute ceux qui ici s'y intéressent savent le fin mot de l'affaire. C'est simplement que Blatter, qui était le président de la FIFA très longtemps, dit-on en tout cas, n'avait pas trop envie d'être succédé par Michel Platini, à qui il avait remis de l'argent, un peu en catimini, et puis grâce à des complicités internes, il a su faire connaître, je dirais, cet élan de générosité qu'il a eu vis-à-vis de Michel Platini, presque 10 ans après que celui-ci a travaillé pour lui. C'est plutôt ça. Ensuite, je pense que pour les uns et les autres, en tout cas pour tous les protagonistes, ils étaient à milieu de penser que les choses prendraient cette proportion. Blatter a été obligé de partir. Michel Platini, qui semblait être son procureur, en tout cas initial, ne pensait pas être éclaboussé lui aussi par cette affaire. Et il l'a été, ce qui l'a contraint précisément à retirer la candidature qui était la sienne pour la FIFA, remplacée par son ancien bras droit à l'UEFA. Donc, bon, qui est devenu d'ailleurs le président de la FIFA. Je crois que c'est une affaire qui montrait en tout cas comment le gouvernement du football était géré, avec beaucoup d'incohérences, avec beaucoup de maux qu'on peut aujourd'hui déplorer, à commencer par la corruption, à commencer par une forme de clientélisme qui avait tout pourri. Nous, en Afrique, ici, déjà, nous en avons subi le contre-coup. Je ne dirais pas dans quel pays. En tout cas, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et merci surtout d'éclairer notre lanterne. Nous avons encore 2 cases, le chiffre 1 et le chiffre 2. Allez, je voulais choisir la case. Je vais donner la latitude au public de choisir. Quel chiffre? 1? D'accord, c'est bon. Les supporters ont leur mot à dire. Fort sur ce long ballon. Tranquille. Ouais, bien capté par Cédric Carasso. Et c'est terminé, monsieur Sars. Ils disent au plan aérien, l'OM a été impérial sur le plan défensif. Et c'est fini. Oh, quel exploit cette équipe marseillaise. 0 partout ici au Parc des Princes entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Les jeunes minots ont réussi. Et l'exploit et les images de Jean-Marc. Ils peuvent être contents. Un formidable exploit. L'OM qui arrache un match nul, un point au Parc avec une équipe bis. Ah, c'est superbe, c'est magnifique. Allez, on se quitte avec ces images de joie. 0 partout donc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Très bonne soirée à tous. Et voilà, match nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle je vais maintenant appeler des supporters, les irréductibles du PSG, composés de Paterna Assemian, Raïssa Diaby et les fanatiques de Marseille, Dr Philo et Aloussène Sidibé. C'est magique. Ici c'est Paris. Paris c'est magique. Ici c'est Paris. Paris c'est magique. Ici c'est Paris. Paris c'est magique. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris.
enculé. On vous a monté là, ce enculé. Attention, le président est là. Alors, je laisse l'option au président de lui faire du mal. Quoi? Attends, donne-moi ça, s'il te plaît. Alors, dites-nous un peu. Jamais comment des gamins vous gagnent et puis vous n'avez pas honte. Comment des gamins gagnent? T'as vu que t'as vu les gamins jouer au football? Est-ce que la droite était là? T'es mauvais. Vous êtes des fiottes. Le président, le président. C'est des merdeux, ceux-là. Voilà, attends le président, non, attends. Allez, attends. Président. Le dernier mot revient au président. Alors, c'est sans doute la décision la plus radicale que j'ai prise lorsque j'étais aux affaires, d'avoir envoyé l'équipe de ce qu'on a appelé l'équipe des minots à Paris. Tout à fait. Et un match au terme duquel, effectivement, nous n'avons pas perdu. C'était quand même un gros risque, hein? C'était un risque, mais avant d'être un risque, c'était d'abord par principe. Et vous savez, le principe a ceci de particulier qu'il doit toujours avoir une contrepartie. Un principe sans contrepartie est un préjugé. Et à l'époque, j'avais décidé, j'avais pris cette décision puisque mes supporters n'étaient pas en sécurité au Parc des Princes, pour des raisons qu'il est peut-être superflu d'expliquer ici. Et j'avais dit aux dirigeants de Paris que si je n'avais pas les billets complémentaires, je n'amènerais pas l'équipe. Alors ils m'ont pris un peu comme ils l'ont dit pour un rigolo. Et j'avais dit à mes supporters que de toute façon, je n'amènerais pas l'équipe de l'OM. Mais c'est vrai que c'était pour moi plutôt la quadrature du cercle, puisque c'était très compliqué. Si j'amenais l'équipe, je ne donnais pas, enfin, vis-à-vis de mes supporters, je ne tenais pas parole. Et si je ne l'amenais pas, j'encourais de très graves sanctions. Et l'idée m'est venue à minuit, j'étais dans mon bureau encore, lorsque un de mes anciens collaborateurs m'a dit qu'on aurait dû leur envoyer une équipe de jeunes. Et j'ai dit, allons nous coucher, demain j'ai une idée. Et l'idée a germé, et c'est ainsi que j'ai amené cette équipe-là. Et nous avons effectivement tenu un échec Paris Saint-Germain, contrairement à toutes les attentes. On va dire que vous avez tenu l'équipe de Paris Saint-Germain en échec parce que la titulaire n'était pas sur le terrain. On envoie l'équipe B en quelque sorte qui joue et qui fait match nul. Tout à fait. J'avais demandé à mes supporters seulement de ne pas nous suivre à Paris pour éviter toutes sortes de... d'humiliation. Voilà. Pas d'humiliation, mais de problèmes. Parce que je craignais, oui. Vous savez, quand on a quitté l'hôtel ce jour-là pour aller au stade, je crois que je n'ai jamais été aussi bien escorté. Je crois que même Obama n'a jamais été aussi escorté. Il y avait des cadres de police de partout. Et nous sommes arrivés au Parc des Princes, super protégés. Wow. La passion du foot. Alors, il ne manque plus qu'une seule case. Nous allons partir pour la case numéro 2. Pape, c'est toujours avec plaisir de parler de toi. Je sais que parler de toi, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'en dit toujours pas trop ou pas assez. Et je sais que tu es quelqu'un qui, dans ma vie, a compté. Oui, Thierno Seydi existe aujourd'hui dans le monde du football parce qu'il y a eu la chance de croiser un homme qui s'appelle Pape Diouf, qui est tout simplement un grand. Je tenais par ces quelques mots te dire merci. Merci tout simplement pour ce que tu as fait de ma vie, d'homme, de tes conseils de grands frères, d'amis et de confidents. Et surtout d'avoir inspiré beaucoup de jeunes Africains pour prendre le chemin de ce métier assez passionnant. Merci aussi pour ce que tu as fait pour Didier Drogba, parce que Didier Drogba, c'est vrai que c'est une belle réussite. C'est vrai que derrière Didier Drogba, il y a Thierno qui apparaît, mais je pense qu'avant Thierno, il y a eu Pape Diouf. Et je tenais à te le dire aujourd'hui que tu es devant la télévision nationale ivoirienne. Pape, je sais que je ne peux pas te dire tout ce que je pense de toi, mais sache que tu es un grand. Tu es un grand qui a inspiré beaucoup de personnes. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour cette vie
cette nouvelle vie que tu as arpentée après le métier d'agent. Beaucoup de vie dans ta vie familiale, beaucoup de vie et surtout une longue vie et une santé de fer parce que tu en as besoin. Même si je sais que les poids des années commencent à faire leurs effets, mais je sais que tu es toujours là. Allez, bonne chose à toi. Salut, Pape. Bah, j'espère que tu vas bien, même si c'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas trop longtemps. Apparemment, tu es à l'honneur aujourd'hui, l'invité de l'émission. Donc j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour moi, que ce soit au niveau professionnel ou privé. Tu as toujours su avoir les mots justes quand j'en ai eu besoin, qui m'ont permis de débloquer pas mal de situations délicates et d'avancer sereinement. Et pour ça, je t'en remercierai jamais assez. Je tenais aussi à souligner la force et la patience que tu as eue tout au long de ta brillante carrière à pouvoir aider un nombre incalculable de gens. Et ça, j'en suis témoin. Je sais que ça te plaira peut-être un peu moins parce que je sais que ça a toujours été fait avec beaucoup de discrétion. Mais je tenais à le souligner. Et c'est pour ça que j'ai toujours associé le nom de Pape Diouf à Gentleman. Merci, Pape. Voilà. Très beau témoignage. Nous avons eu successivement les témoignages de Tierno Seydi, le collaborateur de Didier Drogba. Et le dernier témoignage, c'était donc celui de son fils. Etienne Mendy. D'accord. Écoutez, évidemment que ce sont des mots touchants, ce sont aussi des mots, je dirais, qui me vont droit au cœur. Mais bon, ce qu'ils ne disent pas, c'est leur propre mérite. Etienne Mendy a été footballeur professionnel, il a joué à Sochaux, à Caen, il a joué à Saint-Etienne. Bon, je l'ai connu pendant cette période-là. C'est un garçon d'une grande générosité, un garçon qui est intelligent aussi. Et Tierno a été un de mes collaborateurs au départ et c'est lui qui m'a fait connaître Drogba. Un soir que j'étais allé voir Dagui Bakary, c'est lui qui m'a fait connaître Drogba. Et je dois dire que tous les deux, en tout cas aujourd'hui, là où ils en sont, c'est d'abord à leur mérite qu'ils le doivent. Moi, je dirais qu'à ma sollicitude. Maintenant, je reste toujours confondu par cette forme de reconnaissance, en tout cas, qu'il me manifeste. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous allons partir pour la pub. On se retrouve pour la suite de cette émission. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Le jeu des cases étant terminé, il nous reste une autre chronique pour cette émission. Nous allons essayer de voir notre invité différemment. Voilà. L'autre mois de l'invité, c'est avec Marie-Paul Adji. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adji. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Pape Diouf. Bonjour. Heureuse de vous rencontrer. Moi, pareillement. Merci. Alors, l'autre mois de l'invité, comme le nom le dit, on va vraiment vous envoyer sur un autre terrain. On va rester dans l'univers du sport, mais on va faire de l'escrime. Est-ce que vous avez déjà fait de l'escrime? Non, jamais. C'est l'occasion alors. Je vais demander au professeur d'escrime de nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Son nom, c'est Maître Kofi Adam-Célestin. Monsieur Diouf, attention, c'est un jeu très dangereux. On ne va pas vous blesser, on vous rassure. Je suis inconscient alors. Bon. Alors, la régie va nous mettre un petit son. Monsieur, s'il vous plaît, vous allez nous rejoindre sur la place GTB. Et si ça ne vous dérange pas, on va vous habiller. Et ensuite, vous aurez quelques explications de la part du prof. Mais un petit cours d'escrime rapide sur le plateau de C'est Midi, ça vous dit? On n'apprend jamais assez. Ah, mais voilà. Venez, s'il vous plaît. Vous allez habiller notre invité. Vous voulez que je vous aide? Ça ira? La veste, il faut que j'enlève ou... S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi vous aider. Pendant ce temps, le prof va nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'escrime. Non, vous ne pouvez pas habiller votre adversaire. Venez. Venez. Comment vous pouvez habiller votre adversaire? Et si vous mettez cafard dedans? Voilà. Ah, c'est petit. Ouais, hein? c'est bon. C'est petit, mais c'est petit, là.
Il a envoyé sa taille au fait. Donc c'est pas la peine, président. Bon, c'est pas grave. On va juste apprendre rapidement. Vous allez nous donner les différentes règles par rapport à l'escrime. Alors, l'escrime est un sport de combat qui consiste à toucher son adversaire. Sans être touché. D'accord, donc vous allez nous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez apprendre à notre invité, monsieur. En 15 secondes. Commencez par le salut. D'abord, commencez par le salut. Allez, au salut. 1, 2 et 3. Ok, juste une exhibition. Allez, au combat. En garde. On se met en position de garde. Voilà. Allez. Voilà. Je suis mal habile, hein? Ouais, j'essaie de toucher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur Diouf. Je vous débarrasse de ça. Ah, c'est bon, hein? Ça change quand même. Oui, vous avez gagné. Alors, je profite de l'occasion pour saluer University of Abidjan. Merci d'être là. Merci de votre présence. University of Abidjan, représenté par Guy Aristide. Et puis, on fait un gros coucou aux anciens combattants qui fêtent leur centenaire ce 11 novembre à l'ambassade de France. Merci à l'équipe de la Caro Gang, le fan club. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons rapidement terminer. Alors, Pape Diouf est à Abidjan pour la soirée de l'excellence du sport et des études organisée par l'Amfiara Management Sport. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, quelques détails. C'est aujourd'hui même à l'Hôtel Ivoire. Et la soirée est destinée à la remise de prix aux enfants inscrits dans les centres de formation de football talentueux sur le terrain que sur les bancs d'école. Il n'abandonne jamais le football, même quand il décide de faire quand même une incursion dans la politique. Mais sauf que le football ne doit pas être porteur de tous les maux de la société. Parce que quand on parle d'immigration et de football, il faut quand même... Cela me paraît assez impropre, quoi. Parce que l'immigration, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, d'abord une affaire d'État. Sans vouloir faire de la politique, je pense quand même que l'immigration, seuls les États africains peuvent y mettre un frein. Pas le football. En faisant quoi concrètement? Mais en menant une politique beaucoup plus sociale, en menant simplement une politique dirigée vers la jeunesse, tout d'abord et avant tout, plutôt je dirais que de mener la politique qui est menée aujourd'hui. Très belle façon pour nous de faire la conclusion avec vous. En tout cas, ça a été un véritable honneur et un privilège pour nous de vous recevoir sur le plateau de ce midi. L'émission de ce jour est terminée. Merci à Marie-Paul Adjé et à ces personnes qui l'accompagnent. Merci à Jean-Michel, à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission se déroule. C'est le week-end. Excellent week-end à toutes et à tous. Rendez-vous lundi pour un autre numéro de ce midi. Au revoir. Merci.